Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 13 mai. À la une ce soir, Jean-Christophe Cambadélis veut la tête de 24 députés socialistes signataires de la motion de censure de gauche qui a échoué de peu contre le gouvernement. Réaction ce soir des députés d'Indre-et-Loire, dont Laurent Baumel, le frondeur. La chapelle Saint-Libert inaugurée en grande pompe aujourd'hui à Tours après 4 années de travaux. Un édifice qui date de la fin du XIIe siècle situé sur les quais de la Loire. Également dans ce journal, 5 rames de la ligne RERC aux couleurs de Versailles. Une opération réalisée par le Technicentre de Saint-Pierre-des-Corps. L'intérieur des trains est aménagé à l'effigie du roi Soleil. Bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec la guinguette des bords de Loire à Tours qui ouvre ce soir. Bonsoir Florent, vous êtes sur place. La guinguette qui ouvre ce soir avec une météo fraîche et plutôt pluvieuse. Eh oui, météo qui n'est pas vraiment au rendez-vous pour l'inauguration de cette 11e édition. Cela dit, la pluie s'est arrêtée de tomber ici sur la guinguette des bords de Loire et c'est plutôt bien puisque l'inauguration a commencé. On a les officiels qui sont en train de parler en ce moment et puis rassurez-vous, le beau temps revient dès demain. Alors les températures vont être fraîches ce week-end, mais vous mettez une petite laine comme moi et puis c'est bon, c'est tout à fait supportable. Voilà, donc il y a du monde. C'est parce que si l'inauguration, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de monde s'il n'y avait pas eu l'inauguration officielle. Et puis voilà, on a tous les officiels qui sont là, tous les invités. Et puis comme par hasard, vous êtes là, Hugues Ménard. Hugues Ménard qui est chroniqueur à Tout sur un plateau. Bien sûr. Bonsoir, ça va? Bonsoir, il y a une partie de la Jet 37, donc je suis forcément là. Et puis vous en rendrez compte bien sûr, peut-être dans votre chronique de Tout sur un plateau. C'est important d'être là pour l'inauguration de la guinguette. Oui, parce que je pense que c'est important pour l'animation sur les villes de Tours. Et en plus, je suis venu faire mon marketing personnel. J'ai apporté une bouteille de Coup de Folie du domaine Bourillon d'Orléans avec une étiquette. Pas de pub s'il vous plaît. Ah, c'est pour mon artiste. C'est mon artiste qui a fait l'étiquette, Dominique Spiesser. Bon, ouais, voilà, que de la pub. Merci beaucoup Hugues. Alors, faites attention Aurélie, puisqu'il y a une marche. Vous le voyez peut-être derrière moi, cette année, la configuration a été complètement renouvelée. Il n'y a plus de grandes scènes qui tournent le dos à la Loire et il n'y a plus vraiment d'étage inférieur non plus où il y avait un autre bar et puis un barbecue. C'est l'architecte des bâtiments de France qui a eu son mot à dire. Et oui, puisque nous sommes en secteur sauvegardé, donc il a son mot à dire, y compris pour des installations éphémères. Résultat, cette année, la guinguette s'étale. Il y aura 2 sites dès le mois de juin, en plus de ce site central qui se situe à côté du pont Wilson. Les 2 autres sites, c'est d'abord un site qui se situe en dessous de la bibliothèque. Donc là-bas, on retrouvera un bar un peu ambiance jazzy avec un barbecue. Et puis le deuxième site, il se trouve derrière moi. Il sera au début de l'allée où il y a de l'herbe. Il y aura des transats et on va essayer de ne pas faire non plus concurrence à la plage qui se situe de l'autre côté des bords de Loire. Alors, Christophe Boucher. Bon, c'était prévu, on avait prévu de vous interviewer très rapidement. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Très rapidement, je ne sais plus ce que je voulais vous demander. C'est la dernière année de délégation pour le Petit Monde. C'est eux qui gèrent la guinguette depuis le début. L'année prochaine, vous nous assurez qu'il y aura encore des guinguettes sur les bords de Loire? Ah oui, alors là, il n'y a pas de débat. Là, vous parlez d'un sujet juridique qu'est la délégation, mais ce qui n'a rien à voir avec l'objectif politique et stratégique de la ville. Non, au contraire, la guinguette a changé de format, je pense que vous l'avez dit, en long, en large et finalement en travers. Et la guinguette va continuer, va s'étendre et de toute façon, il est prévu, c'était dans notre programme et on va continuer, la réappropriation des bords de Loire. Et donc, on sait désormais, parce qu'il y a des contraintes réglementaires, qu'on va le faire dans la longueur, donc plutôt d'amont en aval. Ça veut dire réaménagement de ce secteur-là, des travaux? Non, ça veut pas dire réaménagement, ça veut dire on va progresser. Les ateliers qui servaient notamment à l'association Boutavant, qui sont en charge des bateaux de la ville de Tours, vont aller ailleurs. Donc on va pouvoir gagner de l'espace de façon à ce que de plus en plus, il y ait toute une déambulation possible pour les Tourangeaux qui pourront venir au spectacle, s'amuser, se restaurer, etc. D'accord, donc pas de projet pharaonique comme on a pu voir à Lyon ou à Paris pour réfection des bords de Loire. Merci beaucoup Christophe Boucher, on n'a pas trop le temps. Je rappelle Christophe Boucher qui est adjoint au rayonnement de la ville de Tours. Dernière chose à vous dire, il y a eu un drame ici il y a quelques semaines. Ce sont les saules pleureurs. Là, il y avait un saule pleureur ici, magnifique, ça ornait la guinguette, il y en avait 2 même. Il y en a un qui est tombé à cause du vent, le deuxième a dû être abattu pour des raisons de sécurité. Donc pas de saule pleureur cette année à la guinguette, mais l'équipe qui organise cette guinguette réfléchit à des solutions pour les remplacer, peut-être des grands parasols. On verra tout cela, bien sûr, dans les prochaines semaines.
Merci beaucoup Florent, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Donc, Florent Carrière en duplex de la Guinguette de Tours. Une enveloppe contenant un produit suspect a été ouverte ce matin au centre des impôts de Vendôme. Immédiatement, des mesures de sécurité ont été mises en place. Les personnels sont restés confinés dans le centre entre midi et 14h. Politique à présent, Jean-Christophe Cambadélis veut la tête de 24 députés socialistes signataires de la motion de censure de gauche qui a échoué de peu contre le gouvernement. Le premier secrétaire du parti a saisi la haute autorité éthique. Même pas peur, dit Laurent Baumel, député frondeur d'Indre-et-Loire qui persiste à défendre l'essence de cette motion. Florent Carrière. Il s'en est fallu de peu pour que la gauche frondeuse présente une motion de censure du gouvernement. 56 signatures au lieu de 58. L'opération a échoué, mais c'est un degré de plus dans la crise que traverse le Parti socialiste. Ça marque les tensions dans la majorité. La question qui va se poser après, c'est ceux qui ont tenté de faire une motion de censure de gauche. Est-ce qu'ils vont se constituer un bloc ou un groupe politique ? Dans ce cas-là, ça aurait un minimum de sens. Mais du côté des frondeurs, pas question de quitter le Parti socialiste, ni même d'acter une divergence de fond avec le Rassemblement de la Rose. Culturellement, on n'est pas déphasé par rapport à ce que ressentent beaucoup de nos collègues, nos camarades, nos collègues élus. Et donc, je pense que quitter le Parti socialiste aujourd'hui, ça voudrait dire acter un divorce qui, en réalité, sur le fond, n'existe pas réellement. Pourtant, la fracture idéologique au sein du PS est largement commentée. Mais actuellement, le débat se cristallise sur la question de la discipline partisane, au point que certains demandent des sanctions à l'égard des frondeurs, à commencer par Manuel Valls. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire, a même saisi la haute autorité d'éthique du Parti socialiste. La haute autorité est là à porter un avis sur des comportements de tel ou tel membre du Parti socialiste. Donc elle le fera en toute indépendance et puis on verra bien ce qui en sortira. Mais je n'ai jamais demandé l'exclusion de qui que ce soit du Parti socialiste parce que je pense que c'est une démarche individuelle, d'adhésion, de cohérence et donc à chacun d'en tirer les conséquences. On n'a jamais fait voter aux militants la politique de Manuel Valls, jamais. Et d'ailleurs, quand Manuel Valls s'était présenté aux primaires en 2011, il avait fait 5%. Donc tout ça, Jean-Christophe Cambadélis, il le sait. Et je pense qu'il aura l'intelligence de ne pas s'embarquer dans une politique d'exclusion qui ne correspond pas en réalité à la nécessité dans laquelle nous nous trouvons. Le point de rupture, au PS, pas grand monde ne le souhaite, car rompre l'unité, certes actuellement précaire, serait bien pire pour l'avenir du parti. Un léger mieux sur les routes de Touraine en avril, après un début d'année catastrophique. Un peu moins d'accidents par rapport au même mois de l'an passé. En revanche, une hausse du nombre de tués. D'ailleurs, depuis le début de l'année, nous en sommes à 207 accidents qui ont fait 229 blessés et 17 morts. Le dernier, vous le savez, un pompier volontaire de Bourgueil en début de semaine dont les obsèques auront lieu demain, samedi. Ce soir, Mageco s'interroge sur l'avenir de l'aéroport. Le départ de l'école de chasse de l'armée de l'air en 2020 va engendrer un surcoût de plus de 2 millions d'euros supplémentaires par an pour les collectivités qui le financent. Je propose de regarder un extrait. Deux questions qui se posent. La première échéance, c'est cette année, effectivement, et c'est le désengagement de la CCI. Et cette question-là, elle sera tranchée, de notre point de vue en tout cas, nous suivrons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 150 000 euros de plus par collectivité, en gros, pour compenser ce désengagement. En ce qui concerne le départ de l'armée, on est d'accord avec Frédéric et je crois avec Alexandre aussi pour dire que c'est encore de la politique fiction. C'est-à-dire que vous prenez le pire scénario sans discussion avec les collectivités territoriales et sans prendre en compte que les problématiques de l'armée sont des problématiques nationales. Vous savez bien que l'armée n'a pas tellement l'habitude de discuter. L'aéroport de Tours reste un endroit stratégique pour l'armée française et je suis bien sûr qu'on trouvera des accords avec l'armée et les autres collectivités pour conserver un aéroport parce que c'est ça l'essentiel. Mageco, c'est donc ce soir à 19h30 sur TV Tour Val-de-Loire. 5 rames de la ligne RERC aux couleurs de Versailles, une opération réalisée par le Technicentre de Saint-Pierre-des-Corps. L'intérieur des trains est aménagé à l'effigie du Roi Soleil. Les trains circuleront d'ailleurs sur la ligne C qui dessert le château de Versailles. Le personnel a reçu une formation pour la pose du pelliculage spécifique qui décore les trains. Un vrai puzzle de plus de 900 pièces. Alexandra Vives.
Regardez le paysage qui défile, ce ne sera plus le seul intérêt pour les voyageurs du RERC. Dans le Technicentre de Saint-Pierre-des-Corps, on recrée un Versailles miniature. Palais des Glaces, bibliothèque Louis XVI, jardin de Versailles, on ne fait pas les choses à moitié. Ici, on a l'habitude de poser du pelliculage, c'est-à-dire le décor des rames. Mais cette fois, ce n'est pas la même histoire. Un pelliculage dans cette forme est beaucoup plus compliqué. Parce que, comme vous pouvez le voir, en fait, les différents visuels du pelliculage sont formés de différents panneaux. Donc il faut s'assurer que tous les panneaux sont appliqués d'une bonne façon pour respecter le visuel final. Donc le raccordement des différents motifs, c'est ça qui complique les travaux. Un travail minutieux où il n'y a pas le droit à l'erreur car les agents ne disposent que du nombre exact de rouleaux et il ne faut pas moins de 940 rouleaux comme celui-ci, soit 700 mètres carrés de pelliculage pour un train. Et chaque voiture a son propre univers. L'objectif, promouvoir les lieux culturels desservis par le train mais aussi égayer le quotidien des usagers. On rompt avec la monotonie du quotidien et les voyageurs à bord du train vont échanger entre eux. Comme ils sont très étonnés, un peu surpris par ces décors, ça va créer aussi des échanges à l'intérieur des voitures et du voyage entre les voyageurs eux-mêmes. Les usagers pourront très prochainement découvrir ces nouvelles rames aux couleurs du Roi Soleil. La mise en circulation est normalement prévue dès la semaine prochaine. Un mot de sport pour vous dire qu'Olivier Giroud fera partie de la liste des 23 joueurs de l'équipe de France qui disputeront l'Euro à partir du 10 juin prochain, ce qui lui vaut certaines critiques puisque ses performances sportives interpellent ces derniers mois. La chapelle Saint-Libert, inaugurée aujourd'hui à Tours après 4 années de travaux, un édifice qui date de la fin du XIIe siècle et qui hébergera désormais la Société archéologique de Touraine, propriétaire du monument. Une inauguration en grande pompe cet après-midi. Aurélie Renaud. Ancien lieu de culte, la chapelle Saint-Libert devient officiellement le siège de la Société archéologique de Touraine, la SAT. Elle avait fait acquisition de l'édifice en 2011 et s'était donné une mission, restaurer la chapelle pour en faire un lieu ouvert. Nous souhaitons aussi redonner un aspect culturel à cette chapelle Saint-Libert et je dirais musical, afin que cette chapelle puisse revivre. C'était un lieu de louange et bien maintenant qu'il soit aussi un lieu de fête, un lieu de partage, un lieu de culture. Des concerts, des conférences, il n'en était pas question il y a encore quelques années. Nous sommes en 2012. À la tâche depuis 2 ans, les archéologues du Conseil général de l'époque décaissent le sol de 2 mètres. Leur trouvaille, 52 squelettes. Autre vestige, la charpente en chêne qui date de 1483. Coût total de cette opération de restauration, 1 200 000 €, supporté par la Société archéologique de Touraine et ses mécènes. On sauve de très beaux joyaux à Tours qui vont venir en harmonie avec le futur centre de création contemporaine Olivier Debré. C'est une initiative vraiment très audacieuse. L'aménagement intérieur de cet ancien lieu de culte permet donc d'accueillir du public avec un premier concert pour la Pentecôte, mais également de stocker les gravures, les médailles et les dessins de la Société archéologique de Touraine. On a tenté de lui donner le plus d'usage possible à terme dans son utilisation. Et un des exemples qu'on peut prendre, c'est par exemple la galerie inférieure, qui paraît assez simple, minimaliste, mais qui intègre en même temps énormément d'éléments, à savoir le rangement des collections sur le meuble supérieur. Et en même temps, l'écriture de cette galerie permet, avec son habillage en tissu, de faire un absorbant acoustique prépondérant pour l'ambiance sonore de la salle. Entre le 18 et le 19e, l'édifice servait de dépôt à un salpêtrier qui raclait les murs pour fabriquer de la poudre à canon. La chapelle était ensuite devenue une conserverie de champignons jusque dans les années 50. Il succède pour 4 ans à Loïc Vaillant. Philippe Vendry vient d'être élu à la tête de la présidence de l'Université de Tours. Entre grands chantiers et objectifs, on fait le point avec notre invité dans un instant.